Bien, nous allons voir comment économiser notre énergie au quotidien avec de tout petits gestes. De tout petits gestes, parce que l'énergie sauvée, ce que nous allons sauver, va permettre de distribuer aux autres, permettre aux autres d'y avoir accès et aussi soulager notre porte-monnaie. Vous savez, les besoins en énergie aujourd'hui sont très croissants et on a pu se rendre compte que l'énergie, notre énergie, l'énergie consommée est à l'origine d'un bouleversement climatique, lesquels bouleversements nous apportent ce que nous constatons, ce que nous vivons maintenant, des typhons, des tornades, des saisons qui se prolongent. L'énergie dans les bâtiments, c'est 40% de la consommation totale et 33% d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le bâtiment. Donc, tout ce que nous allons sauver dans le bâtiment va aider à diminuer notre empreinte de carbone. Alors, les objectifs à 2050 décidés à la COP 21, depuis la COP 21, c'est 30% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030 et la neutralité carbone en 2050. Voilà un peu la courbe jusqu'en 2050. La courbe en vert, c'est 2050 si tout le monde coopère, et la courbe en gris, si tout le monde ne coopère pas, si les nations continuent dans leur individualité. La courbe en gris nous montre qu'on risque d'arriver à 2090 sans changer beaucoup. Ça, c'est un extrait de l'Agence internationale de l'énergie. Alors, la consommation d'énergie est surtout due à notre ambiance, à ce que nous ressentons en tant que personne. Notre environnement nous influence, le corps humain est à 36,7 degrés, influencé par la température ambiante, influencé par l'humidité de l'air, influencé par la pression atmosphérique, qui par définition est de 1013 hectopascales, ou 14,7 PSI, et le confort humain est aussi influencé par la qualité de l'air, avec tout ce qu'il y a comme pollution, tout ce qu'il y a comme particules dans l'air. Notre confort qui nous pousse à consommer l'énergie, s'il est contrôlé, s'il est surveillé, si ces paramètres sont contrôlés dans l'ambiance, dans la maison, nous pouvons diminuer de beaucoup notre consommation. Alors ce confort humain, avec les paramètres qu'on vient de citer, se trouve au centre de ce diagramme où il y a en bas la température, à droite l'humidité dans l'air, ou alors l'humidité spécifique. Les courbes que vous voyez sont des courbes d'humidité, et il y a une troisième donnée qui s'appelle l'enthalpie, qui est en réalité reliée au vent, à la pression et je dirais à la pollution aussi. Donc ça, c'est le confort humain que nous cherchons à atteindre en utilisant l'énergie. Les bâtiments, on a vu aussi, au Canada même, en dehors du reste du monde, au Canada, ça représente 28% de la consommation d'énergie et 26% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, les objectifs de Paris, on les connaît, c'est de contrôler, de pouvoir baisser cette émission, comme on a dit déjà tout à l'heure, baisser de 30% à 2030. Et l'utilisation de l'énergie peut nous aider à baisser tout cela. Alors vous avez ici un lien vers
notre site internet pour retrouver tous les détails sur les manières d'utiliser. Alors l'énergie au quotidien, voilà un peu comment ça se répartit dans les locaux. Ici, le chauffage des locaux 63%, le chauffage de l'eau 17%, les appareils ménagers 14%, l'éclairage 3,5%, la climatisation 1,6%. Voilà les données telles que ça se présente dans la moyenne. Alors, sauver notre énergie, les bons gestes, c'est déjà, lorsqu'on peut, on ouvre portes et fenêtres pour éclairer et aérer. On ouvre pour que le vent passe. On les ferme aussi, aussitôt, pour isoler, pour conserver et protéger lorsque le temps a changé. On allume tout ce qu'on peut allumer, que ce soit lumière électroménager, on allume pour s'en servir. On surveille le fonctionnement, mais aussi on éteint après utilisation. On n'oublie pas d'éteindre, que ce soit les lumières, l'électroménager et tout ce qu'on peut allumer, brancher. Les bons gestes, il faut consommer sobrement. Consommer sobrement permet aux autres d'avoir accès à la consommation. On parle d'énergie, on parle d'électricité. Si nous consommons moins, les autres ont accès. Et les producteurs n'ont pas la pression de production. Il faut pouvoir évaluer, lire et compter pour améliorer. Si on ne sait pas comment on consomme, si on ne sait pas ce qu'on consomme, on ne risque pas de voir qu'on gaspille, on ne risque pas de savoir comment il faut améliorer. Il faut entretenir, il faut réparer, il faut rénover pour maintenir l'efficacité. On a vu l'économie circulaire, il faut céder, échanger, céder, trier les déchets, offrir aux autres notre surplus, réparer, ne pas recycler tant que c'est réparable. Et si on ne peut plus réparer, on recycle. Au quotidien, nos besoins, comme on vient de voir, c'est l'éclairage, c'est les objets connectés qu'il faut alimenter, c'est l'électroménager, c'est l'eau potable, c'est le chauffage, c'est la ventilation, c'est la climatisation. Alors, ouvrez du bon côté nos volets, nos portes, nos fenêtres, suivant l'hiver, suivant l'été, suivant la saison donc. Il faut savoir de quel côté il faut ouvrir. Ouvrir pour ventiler, comme on a dit, mais aussi fermer pour isoler. Parce que si c'est l'hiver, il vaut mieux rester fermé pour isoler et diminuer la consommation. Des baies, des portes, des fenêtres. Et puis surveiller, il y a quelques outils comme ceux-là pour surveiller, pour savoir à quelle température je suis à l'extérieur, à quelle température je suis à l'intérieur, quelle est la qualité de l'air à l'extérieur, quel est le taux d'humidité à l'extérieur, à l'intérieur, quel est même le risque de précipitation. C'est des petits objets qu'on peut trouver pour surveiller et savoir comment améliorer, savoir quand le temps a changé. D'autres objets, comme on va le voir après, il y a des objets connectés pour permettre de surveiller même à distance. On parlait de la consommation d'énergie. Les premiers besoins, c'est l'éclairage. Lorsqu'il fait nuit, lorsque la nuit tombe, on est obligé d'allumer. Et l'éclairage a évolué, comme on peut le constater. On voit des lampes. On voit de la lampe à incandescence à la lampe à diode, qu'on appelle DEL, diode électroluminescente. Là, on peut voir, d'un côté, il y a une lampe à LED de 6 watts, à côté d'une lampe à incandescence de 100 watts. On ne distingue pratiquement pas aujourd'hui. Pourtant, la différence se trouve, elle est énorme dans la consommation. Entre 6 watts et 100 watts à côté. Théoriquement, aujourd'hui, 6 watts consomment ou alors éclaire l'équivalent de 60 watts. Donc, au lieu d'une 60 watts chauffante, une 6 watts à LED suffit largement. Et on gagne beaucoup en énergie. Voilà l'exemple d'une lampe à LED. Tout simplement, une lampe à une LED bien aménagée pour donner plus de luminance. Et vous voyez le cible à côté, appelé Energy Star, qui est une étiquette qui démontre
que l'appareil est très efficace dans la consommation d'énergie. Et ça, c'est une étiquette à surveiller lorsqu'on doit acheter. Et l'avantage de la LED, comme on a vu aussi, comme on le constate, ben, la LED nous permet de moduler même notre ambiance. Entre, comme vous voyez, une couleur un peu neutre au milieu, une couleur dite froide et une couleur dite chaude à gauche. Tout ceci permet d'aménager l'ambiance et d'aménager son confort par rapport au temps, par rapport au lieu. Et tout ça, c'est du choix de LED qu'on n'avait pas, ou alors difficilement avec les ampoules à incandescent. Et on verra tout à l'heure que certaines de ces lampes peuvent elles-mêmes changer de couleur, adopter l'ambiance suivant ce que nous voulons. Et la LED, aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. On peut voir un aménagement de LED. On reconnaît là le centre rideau avec éclairé tout de LED, ce qui donne une ambiance et un éclairement largement suffisant. Alors, l'éclairage, comme on a dit, la consommation de contrôle se trouve dans la commande. Dans la commande, lorsqu'on a un escalier, lorsqu'on a un couloir, ça veut dire plusieurs points d'accès. Et donc, plusieurs points d'accès. À chaque point d'accès, il faut un interrupteur pour pouvoir allumer ou éteindre, suivant le sens où on circule. Théoriquement, une porte, c'est un interrupteur simple. Deux portes, c'est un va-et-vient. Trois portes, c'est un bouton poussoir qui commande soit un interrupteur, soit une minuterie, un minuteur, soit alors on programme, soit alors on met un détecteur photoélectrique pour commander lorsque quelqu'un passe et éteindre lorsque la personne est passée après un certain temps. Les commandes, aujourd'hui, ça va jusqu'aux objets connectés. L'apport des objets connectés dans la surveillance de la consommation, on va le voir, permet de gagner près de 30%, sinon 60%, suivant le type d'utilisation par rapport au matériel standard. Les objets connectés, on est obligé, après l'éclairage, de les maintenir connectés pour avoir un accès, une accessibilité, que ce soit en local, que ce soit à distance. Et le fait de les maintenir connectés, de les avoir toujours connectés, nous met un peu de pression pour que ce soit toujours alimenté. Donc, toute baisse de batterie du téléphone, du routeur, va nous mettre dans l'urgence de chercher à alimenter. Et l'urgence, comme vous savez aussi, l'urgence n'est pas durable. L'urgence, c'est, je dirais, des solutions, des réponses à des imprévus. Alors, pour éviter les urgences, il faut être un peu plus prévoyant, justement, pour ne pas tomber dans les urgences qui nous font consommer sans limite. Voilà, les objets connectés, nous y sommes habitués. Comme vous voyez là, ces objets peuvent servir à contrôler notre consommation, contrôler nos objets. On les a sur le marché aujourd'hui. Et quand on parlait du chauffage, on a vu que c'est le premier poste de consommation. Aujourd'hui, le chauffage, avec un thermostat intelligent, on peut baisser sa consommation, je dirais de 60%. Ça, c'est les chiffres des ressources nationales Canada. On peut baisser de 60% sa consommation de chauffage avec les thermostats intelligents parce qu'ils vont pouvoir détecter lorsqu'on est couché, savoir qu'on est sorti et baisser le chauffage automatiquement, savoir qu'on est couché, diminuer la température de la pièce, peut-être de 2 ou de 3 degrés, suivant la température extérieure, suivant l'apport extérieur. Donc les thermostats intelligents, si on peut y accéder, si on peut les avoir, c'est très indiqué pour baisser les consommations. L'autre poste, c'est l'électroménager. Comme on a vu, là, on voit un réfrigérateur, on voit à côté une étiquette marquée Energuide, qui est une étiquette du Canada, et on voit l'étiquette Energy Star, qui est toujours reconnue au Canada, reconnue par les normes canadiennes, soutenue par les États-Unis.
Et sur cette étiquette, on va voir principalement pour l'électroménager, c'est une étiquette à surveiller. Vous voyez 554 kWh, ça c'est la consommation annuelle de ce réfrigérateur. Et cette consommation se situe dans une barre qui montre les extrêmes, c'est-à-dire les réfrigérateurs de la même classe qui consomment le plus à droite, qui consomment le moins à gauche. Et on voit où se situe le réfrigérateur, parce que le réfrigérateur c'est un grand poste de consommation à la maison, parce que ça fonctionne en permanence. Plus c'est rempli, plus ça va fonctionner, moins le thermostat va couper. Parce que ce qui empêche de consommer en permanence le réfrigérateur, c'est le contrôle de température par le thermostat qui va détecter qu'il n'est pas assez, il a atteint sa température de consigne, il va couper. Et pendant qu'il a coupé, il n'y a plus de consommation. Mais s'il est trop rempli, s'il est ouvert tout le temps, s'il est mal ventilé autour, il va tourner en permanence. Donc le thermostat ne va pas couper le compresseur et on va consommer l'énergie. Donc, pour conclure, on peut dire que le réfrigérateur, comme les autres électroménagers, doit être dimensionné à la taille de la famille. Il y en a de tout petits, il y en a de moyens, il y en a de très grands, il y a des congélateurs. Chacun doit être adapté à son environnement. Là, on tombe sur la cuisine même. On voit ici, petit appareil de cuisson. C'est le développement qui nous permet de l'avoir comme cela. Et on voit à côté la résistance chauffante qui fait penser aux anciens cuisinières avec les résistances chauffantes, mais aujourd'hui, on a amélioré l'efficacité. Donc l'étiquette, vous voyez énergie star, vous voyez la résistance, mais derrière la résistance maintenant, il y a un ventilateur pour la chaleur tournante. Et vous voyez que c'est une enceinte fermée, ce n'est plus ouvert comme avant. Donc la chaleur ne sort pas. Tant que c'est fermé, on produit la chaleur à l'intérieur, le ventilateur fait tourner la chaleur et on conserve toute la chaleur à l'intérieur. Alors qu'auparavant, cette chaleur sortait de tous les côtés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est pour un plat, ça c'est pour une dose personnelle, comme on peut dire, pour une dose personnelle. Et normalement, il faut adapter l'appareil à la cuisson que nous voulons faire. Donc, on voit le plus petit, cette dose personnelle. Après cette dose personnelle, on voit au milieu un petit four et on voit à droite une cuisinière, c'est-à-dire un grand four. Et comme on disait tout à l'heure, il faut pouvoir adapter l'utilisation à son besoin. Le four, le volume du four, c'est pour le remplir ou alors pour mettre la quantité qui correspond au four. Et les quantités moyennes, c'est le four moyen qui est au milieu. Et les petites quantités, c'est le petit four qui se trouve à gauche. Et l'avantage Énergie Star, c'est que tout cela, aujourd'hui, est fait pour consommer très peu d'énergie. Mais consommer très peu d'énergie si on n'en utilise pas trop non plus. Si on contrôle ce qu'on utilise. Et contrôler consiste à respecter ce qu'on met ou alors ce qu'on pose sur la cuisinière. Alors, je rappelle ici l'étiquette d'énergie. Vous voyez, 338 kWh par année. Tout à l'heure, le réfrigérateur, on a vu 554. Vous voyez déjà qu'il consomme beaucoup plus par année parce que lui, il fonctionne en permanence. Il n'est pas très puissant, mais comme il fonctionne en permanence, il consomme plus. Donc, il faut y mettre un accent aussi pour diminuer sa consommation. La cuisinière, la cuisson, on fait la cuisson quand on veut et quand on peut. Au-dessus des plaques de cuisson, comme vous voyez, sont aussi de plusieurs tailles, suivant la dimension de l'ustensile. Parce que si on met un ustensile trop petit sur la grande plaque, vous voyez des cercles. Les cercles sont faits pour respecter les limites de chaleur. Si on met trop petit, on va perdre l'énergie. Même si, par rapport à la résistance chauffante, même si par rapport à l'ancienne cuisinière, où on voyait les résistances chauffantes comme tout à l'heure, la chaleur est bien conservée en dessous pour pouvoir être diffusée sur le fond de l'ustensile ou de la marmite. Donc voilà, vous voyez sur cette image, et quelques objets posés.
tout petit sur le petit rond et une grande poêle sur le grand rond, avec toujours énergie guide. Et là, vous avez un tableau qui montre les gains qu'on peut avoir entre l'appareil standard et l'appareil qui porte une étiquette énergie stable. Si je prends l'exemple, les luminaires à LED, c'est 90%. Parce que j'ai dit tout à l'heure, 6 watts contre 60 watts. Et lorsqu'on met des LED, on baisse son énergie, sa consommation de 90%. Le réfrigérateur, énergie stable, on baisse de 10% par rapport au standard. Le congélateur, c'est pareil. Ventilateur et ventilateur d'évacuation à travers les cloisons, 70%. Ventilateur de plafond avec éclairage, on peut aller jusqu'à 60%. Alors, réduction de 14% supplémentaire si combiné avec le climatiseur. Donc, si le climatiseur tourne et on ajoute le ventilateur pour faire circuler l'air, on peut encore baisser de 14% supplémentaire sa consommation. Lave-vaisselle, 12% et 30% en eau. Parce que là aussi, l'eau est de la même utilisation que l'électricité. L'eau va avec l'énergie. Donc, lave-vaisselle, énergie stable, c'est 12% en moins d'électricité et 30% en moins d'eau. Lave-linge, 25% d'électricité et 33% d'eau. Sèche-linge, 20% d'électricité. Les fenêtres, énergie stable. Les fenêtres qui sont bien isolantes, 20%. Les portes, 10%. Climatiseur individuel, les portes, 15%, pardon. Climatiseur individuel, 10%. Climatiseur central, 8%. Déshumidificateur portatif ou à conduire, 15%. Chauffage et rafraîchissement, c'est-à-dire les thermopompes en général, 30 à 60%. Thermostat intelligent, 8% supplémentaire. Pompe de piscine creusée, 65%, c'est-à-dire des pompes avec variateur. Et piscine hors terre, 17%. Ça, c'est quelques détails. Et là, on parle de l'eau, parce qu'on ne peut pas parler d'énergie sans parler d'eau. L'eau a besoin d'énergie au départ, besoin d'énergie tout le long de la route, besoin d'énergie à l'utilisation. Et on peut économiser l'eau pareil en utilisant des aérateurs de robinet, comme on voit, en utilisant des pompes de douche de faible débit, en posant des toilettes à double flux ou alors à flux réduit à 6 litres maximum, en réparant toutes les fuites, en étant attentif à toutes les fuites qu'il peut y avoir tout autour, surtout dans les pots de toilette, des petits filets d'eau pour pouvoir les détecter et les réparer. Et si c'est sur des robinets, si le filet d'eau, si le goutte à goutte qui tombe vient de l'eau chaude mal fermée, ben c'est encore plus de consommation. Parce que non seulement c'est de l'eau potable qui prend de l'énergie, ben c'est de l'eau potable chauffée. Donc toujours de l'énergie. Et l'arrosage du jardin, c'est recommandé surtout le matin pour éviter d'arroser quand le sol est déjà chaud et qui va évaporer plus rapidement. Le matin, le sol va absorber plus. Il faut pouvoir économiser alors, en utilisant moins d'eau chaude parce que c'est 20% d'électricité à la maison. C'est l'eau chaude. 70% de l'eau utilisée d'une habitation, l'eau chaude. Réduire son temps de douche si possible, laver le linge à froid en utilisant le savon à lessive adapté, isoler les circuits d'eau chaude, détecter et réparer les gouttes à gouttes, comme je l'ai dit. Et on a parlé d'énergie stable pour l'électricité. On va parler de WaterSense, qui est toujours un label américain, mais reconnu au Canada. WaterSense pour tout ce qui est utilisation d'eau. Un pot, une toilette étiquetée WaterSense, comme on a vu, c'est maximum 6 litres par chasse, contre 8 litres en standard. Les robinets, c'est pareil, les aérateurs et tout ça. Donc,
Privilégier WaterSense. Comme je viens de dire, ça réduit le débit d'eau standard de 8,3 à 5,5 litres par minute pour les robinets et les pompes de douche. Environ 20% plus d'efficacité en eau que l'équivalent en matériel standard, baisse significative de facture d'eau et d'électricité, préservation des ressources en eau et de l'environnement. Ventiler naturellement en ouvrant et en fermant sur l'extérieur au bon moment de la journée, surveiller la température et l'humidité, forcer la ventilation au bon endroit avec l'appareil adapté de son choix, ventilateur de table, ventilateur sur pied, ventilateur de fenêtre, aspiration ou refoulement, suivant la saison, ventilateur de plafond. Et à ce sujet, il faut respecter le sens hiver, le sens été. Ventilateur de plafond, il a un sens hiver, un sens été. Nous avons sur YouTube une vidéo là-dessus pour bien expliquer qu'il faut en tenir compte suivant la saison. Entre parenthèses, l'été, le ventilateur envoie l'air vers le bas, donc vers la personne, vers l'occupant. L'hiver, le ventilateur aspire le chauffage vers le plafond. Si on fait le contraire, si en été par exemple, on laisse aspirer, on n'est pas rafraîchi, on ne sent pas le rafraîchissement. Voilà l'avantage du ventilateur plafond qui a double sens, contrairement aux autres ventilateurs qui ont un seul sens. En hiver comme en été, se vêtir léger ou épais suivant la saison. On a parlé tout à l'heure du thermostat intelligent qui peut baisser la température automatiquement. Si en été, on s'habille lourd, on a chaud, on a tendance à forcer la ventilation ou la climatisation. Alors que si on était habillé léger, on s'en passerait. En hiver, c'est pareil. Si on est habillé léger en hiver, on a besoin de mettre le chauffage. Climatiser les locaux occupés et pièce par pièce. Allumer en cas de nécessité, éteindre lorsque ce n'est plus nécessaire, adapter le réglage de la température au local et à l'activité, surveiller l'humidité relative et la qualité de l'air. L'effet d'humidité nous fait croire qu'il fait trop chaud ou qu'il fait trop froid. Donc c'est un paramètre qu'on a vu tout à l'heure à surveiller. Respecter le cloisonnement des locaux. La cuisine, qui produit de la chaleur en général, doit être isolée d'une pièce comme le séjour où il n'y a pas de production de chaleur. Si on met le climatiseur au séjour, on a besoin que ce soit bien isolé par rapport à la cuisine qui chauffe. Et la cuisine aussi, c'est un lieu qui produit avec de l'eau beaucoup d'humidité. Il faut éviter de répartir dans la maison. Donc le cloisonnement, respecter le cloisonnement. Conditionnement d'air en général, améliorer l'étanchéité à l'air extérieur. Poser des feutres isolants, des plastiques thermodurcissables, des coupiges. Privilégier les thermostats programmables ou intelligents parce qu'ils vont pouvoir détecter, même quand on n'est pas là, ce qu'il faut corriger pour économiser. Privilégier les appareils connectés que l'on peut surveiller et contrôler à distance. Si on peut, on vient de le voir tout à l'heure, ça permet de faire mieux que la simple programmation ou alors la simple mise en marche arrêt. Choisir les appareils distingués pour leur sobriété énergétique par énergie stable ou énergie, comme on vient de le voir. Et on a dit qu'il faut compter. Si on ne peut pas évaluer ce qu'on consomme, on ne sait pas comment améliorer. Et ça, c'est un exemple, un extrait d'un compteur Hydro-Québec sur l'énergie consommée, où on voit performance de ma résidence, on voit une barre verte au-dessus qui est éco-énergétique, on voit une barre moyenne qui est ma résidence, et on voit une barre en bas, en jaune, qui est marquée moyenne du groupe de comparaison. Donc, par rapport à mon habitation, qui est au milieu, je peux savoir, par rapport aux habitations du même type que le mien, combien je consomme, et je peux aussi savoir par rapport à l'optimisation, par rapport à l'éco-énergie, à quel moment je me situe, pour savoir comment je vais faire pour diminuer, savoir jusqu'à quel niveau je peux diminuer. Voilà, toujours sur le compteur intelligent, ce que donne le compteur intelligent, et ça c'est à partir de votre tablette, à partir de votre simple tablette, vous pouvez contrôler tout ça et vous pouvez
savoir ce qui fonctionne ou alors ce qui consomme dans votre maison. Là, on voit sur la répartition de ma consommation, le niveau de chauffage 63%, l'eau chaude 16%, électroménager 10% et autres 11%. Bon, ça c'est une évaluation estimée du compteur qui est intelligent. Et il nous alerte là sur nos postes de dépenses, là où il faut économiser notre argent, économiser notre énergie pour permettre aux autres d'y avoir accès. Voilà le portrait de la consommation. Sur une journée, on peut même voir sur une journée, heure par heure, ce qu'on consomme. Et on peut détecter, comme vous voyez, une barre foncée à 19h. C'est le moment où on allume tout, on allume la cuisinière, on allume les lampes, on allume beaucoup d'autres choses. On voit bien que c'est l'élément de pointe. Et tout ça, ça permet d'alerter pour savoir comment faire, comment améliorer ces gestes d'économie. Et ça, c'est une courbe horaire aussi. C'est-à-dire que les barres, c'est la moyenne, c'est les moyennes horaires. On va voir sur plusieurs jours. Là, on voit journée par journée les moyennes. Et là, on voit mois par mois les moyennes. Et ça nous indique aussi à côté la température ambiante. Vous voyez, comme le compteur est intelligent, il fait toujours le lien, il montre le lien qu'il y a entre la consommation et la température à l'extérieur. Et tout ça aussi, ça nous alerte sur le moment d'ouvrir les volets, d'ouvrir les portes, d'isoler ou de fermer, que ce soit en été, que ce soit en hiver. Ça, c'était, et là, vous l'avez sur votre compteur, le compteur qui est chez vous, et à partir de votre téléphone intelligent, le compteur intelligent, vous vous connectez sur le site d'Hydro-Québec et vous l'avez, tout simplement. Et si on n'est pas en ville, si on est en habitat dispersé, si on est en chalet, si on est loin des réseaux, si on peut produire, stocker et utiliser son électricité ou son eau, c'est bien, mais il faut diminuer le gaspillage. Moins on va consommer, mieux on peut produire. Si je n'ai besoin que de quelques 300 watts pour mon téléphone, charger mon téléphone, alimenter mes objets connectés, le Wi-Fi, le routeur, la télé, si je n'ai besoin que de ça, je peux facilement produire avec des panneaux solaires. Si je suis ailleurs, si je suis hors réseau, si je suis en chalet. Voilà. Vous voyez, on a mis un lien, il y a un lien pour un kit solaire photovoltaïque dimensionné, par exemple, pour alimenter ce que je viens de dire. C'est-à-dire, à moins de 300 watts de puissance crête installée, on peut alimenter l'essentiel. L'essentiel, c'est 10 à 15 lampes ADEL de 5 qui vont de 4 à 6 watts, une quinzaine. C'est une télé de jusqu'à 42 pouces même, mais une télé récente, énergie stable, et tous les objets connectés qui vont permettre d'avoir la connexion autour, comme les routeurs, comme les bornes Wi-Fi et autres. L'essentiel peut être fait. Et on a aussi parlé donc de recycler. Ça permet d'économiser de l'énergie, fier de l'utiliser, partager, offrir, céder, parce que ce qui ne vous sert plus peut encore servir à quelqu'un d'autre, peut encore être réparé, même si c'est en panne chez nous. Et on ne sait pas réparer, quelqu'un d'autre peut s'en servir. Et ça, le partage, la réutilisation, tout ceci nous permet d'économiser l'énergie qui a servi à fabriquer, ou alors d'optimiser l'énergie qui a servi à cette fabrication. Et en réutilisant, en prolongeant la vie, ça évite d'en fabriquer d'autres. Ou alors ça baisse la consommation des ressources naturelles. C'est pareil, vous connaissez les parcs à véhicules, où on peut récupérer des pièces de véhicules pour leur donner une seconde vie. Dans ces véhicules qui sont au parc, vous avez pratiquement parfois des pièces neuves. Parce qu'on vient de remplacer plein de pièces sur le véhicule. Après, on a une panne majeure ou un accident majeur. On met le véhicule là où vous le voyez. Et si vous pouvez récupérer des pièces, parfois vous prenez des pièces pratiquement neuves
à un prix, je dirais, de participation. Et puis, comme je disais, la réparation, parfois, on peut ouvrir un appareil, si on est un peu bricoleur, on se rend compte que c'est juste un fusible qui est parti, ou alors qu'il y a un fil qui est débranché quelque part, ou alors il y a un contact qui n'est pas franc. Parfois, il vaut mieux, si on peut, si on a le temps, si on a quelques outils, un petit kit d'outils, vérifier avant de dire on va s'en séparer, on va mettre à la poubelle, on va même offrir. Et parfois, en offrant, ou alors en laissant libre, comme on vient de voir, quelqu'un peut récupérer et réparer, et donner une seconde vie. Pour retenir donc, pour l'environnement, on a dit, ça c'est l'aide-mémoire, ouvrir portes et fenêtres pour aérer et éclairer. On a expliqué, fermer toutes les ouvertures pour isoler et conserver, allumer et éteindre suivant l'utilisation, ajouter une aide au rappel, c'est-à-dire que soit un minuteur, soit une programmation, soit une détection automatique, soit même l'assistant, comme on a vu tout à l'heure. Entretenir le confort avec une faible consommation d'énergie. On a vu en s'habillant, suivant la saison, et en ouvrant quand il faut ouvrir, fermer quand il le faut. Prévoir, planifier, c'est bien, parce que peu de besoins veut dire peu d'énergie. Et une planification, ça permet de ne pas oublier. Imaginons un peu, on fait une course, on va en épicerie, on fait ses courses, et on revient, on a oublié quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait? Si on va à pied, c'est bien pour le corps. Si on va à vélo, c'est bien pour le corps. Mais s'il faut prendre l'auto, c'est mauvais. Parce que finalement, l'ingrédient qu'on a oublié va coûter le prix d'un voyage d'auto, avec tout ce que ça émet comme pollution. Et on n'est pas rentable, juste parce qu'on a oublié, juste parce qu'on n'a pas prévu, juste parce qu'on n'avait pas un aide-mémoire. Donc, aller à pied ou à vélo, c'est bien, parce que ça travaille notre corps, ça nous permet de faire un peu de sport. Aller en auto ou en autobus. Oui, il y a des endroits, il faut l'auto, mais un trajet direct d'autobus, c'est peut-être mieux. L'autobus, c'est commun, ça permet de préserver. Entretenir, maintenir, préparer, échanger, céder, recycler. On vient de le voir. Avant de passer au recyclage, il y a toutes ces phases-là. Privilégier les objets autonomes à batterie rechargeable. Il y a un problème de piles qu'on voit partout, et on voit des piles de toutes les factures. On voit des piles qui ne durent que quelques jours. Ça, ce n'est pas bien pour l'environnement. Il y a des piles de plus longue durée, mais il y a des batteries, comme on vient de voir. Si nos téléphones avaient des piles comme avant, il faudrait changer les piles tous les jours. Heureusement, des batteries qui sont à l'intérieur, même si elles coûtent cher, nous permettent d'avoir l'autonomie, nous permettent de ne pas nous déconnecter et nous font moins de stress en se chargeant. Nous savons tous aujourd'hui que lorsqu'on a plus de batterie dans le téléphone, on panique presque souvent en disant « Ah, on ne peut pas me joindre, je peux joindre personne ». On panique. Et quand on panique, comme je disais tout à l'heure, on va dépenser, on va gaspiller. C'est ça qu'il faut éviter. Utiliser l'énergie disponible à proximité. Le solaire, l'éolien, j'ai parlé du chalet tout à l'heure, avec un stockage pour l'essentiel des besoins, l'éclairage, la communication. C'est l'essentiel des besoins. Lorsqu'on ne fait pas la cuisson et autres. Éviter de transporter l'énergie si une source est accessible à proximité. À quoi ça sert d'aller loin chercher des bonbonnes de gaz si on a une autre solution à côté? Parce que la bonbonne de gaz coûte aussi le transport. Même l'énergie, même l'électricité aujourd'hui, les longs réseaux ne sont plus recommandés. Si le réseau est long, il faut qu'il y ait une bonne charge pour justifier la longueur du réseau. Sinon, une petite charge localisée, il vaut mieux créer un besoin à proximité, créer une fourniture à proximité, comme le solaire, comme l'éolien, comme la biomasse. C'est ça, il faut éviter de transporter parce que ça coûte cher. Lire les consommations par ses factures, on a vu tout à l'heure. Agir pour baisser la consommation tous les jours. C'est des gestes de tous les jours, c'est des réflexes de tous les jours. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire que lorsque vous aurez baissé drastiquement votre consommation. Surveillez ces consommations visuellement et virtuellement. On a vu l'outil de performance énergétique de Hydro-Québec. Lire, conserver et consulter les manuels d'utilisation.
les manuels d'utilisation sont une bonne source d'économie, une bonne source pour prolonger l'utilisation, prolonger la vie d'un objet. Il faut bien stocker comme c'est écrit et il faut s'y référer de temps en temps parce qu'on va découvrir des fonctions avancées qu'on n'a pas vues le premier jour. On va découvrir comment faire le premier diagnostic et comment réparer. Ça va aider. Continuer les gestes qui sauvent tous les jours. Voilà, ici, quelques liens consultés. Ressources naturelles du Canada, Institut de la francophonie pour le développement durable, Hydro-Québec résidentiel, solutions éco-énergétiques pour l'habitat, Énergistar Canada, WaterSense aux États-Unis, et puis surtout le rapport Perspective énergétique mondiale en 2021 de l'Agence internationale de l'énergie. Voilà pour aujourd'hui ce qu'on a préparé pour vous et on attend vos questions. Je vous remercie. Des questions? Tout est bon? Oui? Moi j'ai une question par rapport au chauffage. Donc vous avez dit que le chauffage, c'est quoi? En tout cas sur le schéma que vous avez montré, c'était 60%. 60% de la consommation. La consommation. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres astuces pour réduire la consommation du chauffage spécifiquement plus que ça. La première astuce, c'est l'isolation. L'isolation de la pièce. Il faut que ce soit bien isolé. Les pompes thermiques, parfois on le sent, lorsque la main passe à côté d'une fenêtre ou d'un cadre de porte, on peut sentir un pont thermique. Il faut éviter les pompes thermiques. Tout doit être fermé. Quand c'est l'hiver, tout doit être fermé. Éviter les pompes thermiques et surtout, parfois, ne pas hésiter à baisser la consigne de température du thermostat. Si on peut rester habillé à la maison, habillé au chaud en hiver, on peut baisser la température du thermostat. On peut diminuer le réglage et ça permet d'économiser. Et j'ai dit tout à l'heure aussi, le thermostat est intelligent. Il sait quand vous n'êtes pas là. Donc, parce qu'on ne pense pas toujours quand on doit sortir, il dit j'arrête le chauffage. Ou alors je baisse le chauffage. Mais le thermostat est intelligent. Il sait quand il n'y a plus personne dans la pièce. Il sait quand on est loin. Et il peut baisser de 24 degrés à 20 degrés en attendant qu'on revienne. Et les 4 degrés, ça représente beaucoup d'économie. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ah non, c'est bon, merci. Une autre question? Oui. J'ai beaucoup de questions en fait. Ma première question, c'est si on habite dans des appartements et que c'est un chauffage central, est-ce que les mêmes astuces s'appliquent et est-ce qu'on a vraiment à compter sur le chauffage central en termes de consommation? Voilà. Là, elle reprend la question sur le chauffage central. Si on habite un immeuble à appartement, le chauffage est central. Est-ce qu'on peut avoir un accès au contrôle? Oui. Très souvent, le thermostat, dans les nouveaux immeubles d'aujourd'hui, le thermostat est proche de l'intelligence, sinon intelligent. Donc, si on baisse la consigne sur son thermostat, ça nous envoie moins de fois. Si tout le monde baisse, ça va consommer moins de fois au global, moins d'énergie au global. Si on est sorti, il faut savoir qu'on est sorti, il fait ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, le thermostat intelligent, il va aider. Même s'il n'est pas intelligent, le fait de s'habiller chaud et de baisser sa consigne baisse la consommation. Parce que si tout le monde le fait dans l'immeuble, on baisse la consommation au global. Oui? Oui, c'est parfait. La deuxième question que j'avais, c'était pour les applications de Hydro-Québec et tout ça. Est-ce qu'on est capable de savoir, parce qu'on voit un petit peu la consommation, mais est-ce qu'on est capable de savoir, parce que des fois ils font des estimations d'appareils, combien les appareils peuvent consommer en moyenne, mais est-ce qu'on est capable de savoir d'où vient cette consommation-là, ou est-ce qu'il faut juste essayer d'évaluer soi-même au niveau de combien est-ce qu'on fait? Oui, le compteur intelligent d'Hydro, comme on a vu, fait une évaluation, une estimation. Il est intelligent, certes, il ne peut pas distinguer appareil par appareil, mais en fonction du moment de la journée, en fonction de l'appel de la puissance, il imagine ce que c'est. Un réfrigérateur, par exemple, il sait que ça va s'enclencher à faible puissance et ça va fonctionner pendant 20 minutes et ça va couper. Et après 5 minutes ou 10 minutes, si on a ouvert entre temps,
il va se remettre en marche, il va consommer la même puissance. Parfois pendant longtemps. Là, il va savoir que c'est le réfrigérateur ou le congélateur. Si c'est... Parce qu'il voit aussi le niveau de puissance. Si c'est un lave-linge, ou alors si c'est le chauffe-eau, ben, il voit une forte puissance enclenchée, il voit, ça dure longtemps, et il constate que c'est tôt le matin ou tard le soir. Vous voyez? Il met ça à chauffe-eau. Parce qu'il sait que dans la journée, en pleine journée, chauffe-eau, oui, c'est à la cuisine, mais ce n'est pas des grandes consommations. Les grandes consommations, c'est les douches. Le matin, le soir. Et c'est comme ça qu'il évalue. Mais c'est déjà pas mal pour nous donner une image de notre consommation et nous pousser à contrôler. Une autre question? C'est bon? Ben, merci pour merci pour vous qui êtes venus suivre et j'espère que chacun de nous va continuer à faire ces petits gestes pour qu'on économise l'énergie. Vous allez retrouver chez Ecosphère cette présentation, mais vous allez aussi trouver chez nous Power System Solution Consulting sur notre blog et sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie.